Il y a un club très fermé qui se pavane dans le milieu de l'audiovisuel et qui est toujours pris en exemple quant à la faisabilité d'une suite à une première itération ayant porté ses fruits. Souvent, les envies sont en premier lieu mercantiles, car rien de plus simple que de capitaliser sur la hype engendrée et la confiance presque aveugle que vous instaurez avec votre accomplissement. Personne n'aurait parié gros sur la réussite de Halo Combat Evolved, d'autant plus que ce dernier avait un grand poids sur ses épaules, à savoir être un bon jeu et devenir une marque d'appel qui pousserait tous les jeunes adultes ou plus jeunes à foncer sur la première Xbox en magasin pour sauver l'univers aux commandes du Major. L'impensable arriva ainsi. Halo 2 fut commandé par Microsoft. Bungie est serein. L'équipe est expérimentée. Plein de nouvelles recrues avides d'Halo. L'argent coule à flot pour n'importe quelle demande. Le marketing n'aura aucun problème à faire venir qui le voudra dans les griffes de la franchise. Et Joseph Staten avec Jason Jones, le chef producteur, veulent encore une fois marquer les joueurs avec leurs idées et histoires. Toutes les envies non finies ou abouties dans le premier volet pourront enfin être poussées sous les projecteurs. Tous les voyants sont alors au vert. L'équipe est prête à partir vers une autre réussite qui, dès la première annonce, engendre une attente hors norme. Or, en chemin, ils vont s'arrêter à un endroit inattendu. L'enfer, étrangement estampillé E3. Jason locked himself in a room for a while and organized his core ideas and then came to me and said, "Hey, these are my thoughts about a story for Halo 2. What do you think?" Avant chaque production d'une œuvre artistique, il est important de faire un rapide regard en arrière pour à la fois établir ce qui a marché ou non et quelle est la ligne directrice qu'il faut entreprendre pour réussir à pousser l'œuvre à son terme. Réunissant le tout sous ce qu'on appelle une pré-production, histoire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Le menu est alors le premier exemple de ce que les développeurs et les gens ont statué sur Halo. La teinte bleue, noyée dans une musique envoûtante avec ses chants grégoriens revenant à la charge, affirme ainsi les premières lignes du cahier des charges de Halo. Mais surtout, ces simples lignes nous montrent déjà ce que le jeu voulait faire de plus que son prédécesseur, la coop locale et le multijoueur. Dès le début, suite à la sortie de Halo CE, Bungie était frustré. Frustré de n'avoir pas poussé ce qu'il voyait comme génial en interne, mais limité par l'ossature du multijoueur en LAN sur Halo 1, qui demandait pour jouer à 16 d'avoir au moins 4 Xbox. Chose qui n'était jamais trop répandue, car même si le succès était là, peu de Xbox furent achetés en comparaison à la PlayStation 2 de Sony, étant la meilleure console à s'être vendue à ce jour, ou même la GameCube. La petite équipe ne pouvait surpasser Goliath au début du nouveau millénaire. Alors les LAN furent plus ou moins laissés à qui voudrait se donner assez de mal pour régler des réseaux assez puissants pour accueillir les fans. Au moins, le PC était un peu épargné par cela, car le réseau était un peu plus rodé sur les machines de bureau que sur celles du salon, même s'il fallait alors tirer des mètres et des mètres de câbles, comme pouvait le faire Spielberg avec ses potes, ne donnant donc aucune vraie satisfaction à qui que ce soit, notamment Microsoft. Comment se fait-il qu'un jeu qui marche ne puisse pas être aussi rentable qu'il ne doit l'être? Une solution doit absolument être trouvée pour capitaliser sur l'envie du moment, connecter les gens. Facebook et MySpace ont déjà pavé le chemin sur ce que les gens aiment. Alors les énergumènes de Bungie se sont, dès les premiers jours de pré-production, séparés en deux équipes. L'une pour tout le reste du jeu, le reste pour le multijoueur. Et surtout, le Xbox Live. Nous devons à cette équipe certains gros noms de la scène e-sport, à savoir les jumeaux Ogre 1 et Ogre 2, les menus, les listes d'amis, le matchmaking, les maps, et toute la qualité qui en découle, que l'on pourrait attendre de la campagne également. Microsoft est alors aux anges. Bungie également. Les LAN pourront plus facilement s'agrandir, requérir moins de consoles pour plus de joueurs, et la connexion qui, suivant Internet de mieux en mieux chaque jour, montre alors des premiers signes très encourageants sur le succès potentiel de la suite. Même avec l'arrivée de l'abonnement au Xbox Live qui, a posteriori, ne valait pas du tout son prix, ne saurait empêcher le raz-de-marée de joueurs que cette petite équipe allait lâcher sur l'industrie dans son ensemble. Jusqu'à ce que Halo devienne le cœur de la Xbox pendant presque 10 ans. Sans quoi, Microsoft aurait certainement très vite plié bagage, sans prendre plus de risques de continuer la fameuse guerre de consoles qui s'installait petit à petit. Fort alors de ces bons signes pour la suite du développement, l'autre équipe entra en action pour entreprendre ce qui fait aussi le succès de Halo, la campagne.
Tout petit disclaimer avant de rentrer dans le dur de la vidéo, car il est d'avis de vous expliquer ce que je vais faire avec les cinématiques. Comme pour Halo 1, Halo 2 aura une version anniversary 10 ans après sa sortie initiale du 8 novembre 2004, le 11 novembre 2014. Et il m'est à la fois impossible de ne pas montrer ni les anciens graphismes cultes, ni les nouveaux époustouflants portés par le studio Blur, qui peut être connu comme ceux ayant participé à l'horrible design de Sonic dans son premier film éponyme, ou encore la parfaite série Love, Death and Robots. Mais pour les fans du Major, il était celui qui donnera les excellentes cinématiques ici, mais aussi du premier Halo Wars. Or je n'ai pas trouvé de compromis assez satisfaisant pour montrer les deux cinématiques en même temps. Soit c'était trop moche, soit c'était trop envahissant. Donc je prends le choix de ne montrer que celle du jeu originel. Il y aura cependant quelques cinématiques de Blur montrées ici et là, mais ces dernières seront surtout dominées par le jeu de base. Jason Jones et Joseph Staten voulaient absolument répondre à la première critique qui émanait d'eux-mêmes quant à la finalité de la campagne du précédent jeu. Nous ne savons rien des Covenants. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Et pourquoi nous traquent-ils? Halo 2 se présente ainsi comme l'opportunité de consolider les bases installées, en insufflant plus de corps et d'enjeux aux Covenants, et ce, dès la première cinématique. Alors ce n'est pas auprès des humains que nous revenons dans cet univers, mais loin, très loin de la Terre, proche de l'anneau précédemment détruit, entouré d'une armada de Covenants et de leur cité sainte, Grande Bonté. Les nouveaux belligérants de l'histoire sont alors introduits, humanisant efficacement l'Alliance Covenant dans son ensemble par les simples ajouts de noms, fonctions et lieux de vie. Cette dernière est dirigée par un triumvirat de hiérarques, occupant le pouvoir exécutif, judiciaire et vraisemblablement religieux. Toute l'assemblée présente à ce jugement semble être prise de zèle face à ce qu'elle considère comme le plus gros péché au sein des Covenants. La destruction du Halo, où l'accusé tente tant bien que mal de se défendre face à cette faute impardonnable. Ce dernier explique son point de vue, ayant poursuivi les humains depuis la planète Reach, ayant dû rediriger son attention après la libération du parasite, pour au final constater que le démon était passé entre les mailles du filet, arrivant à faire imploser l'Autum et l'anneau avec. Le père de Martin O'Donnell crie alors à l'hérésie, qui découle à une demande d'excommunication pure et simple, voire même de peine de mort. Une introduction à leur religion très efficace, à contrario du premier jeu, qui, hormis quelques mots placés ici et là comme temple ou relique, ne s'était jamais vraiment attardé sur le dogme des Covenants. Ici, on remarque bien plus le choix de la couleur violette, pouvant être attaché à l'acte de pénitence emprunté à la religion chrétienne, qui nous sera explicitement montré par l'intermédiaire de la marque de la honte, où le pécheur devra désormais renoncer à sa personne et porter sa croix pour le reste de sa vie. Ensuite, simplement l'emploi de tout le corpus religieux, allant de l'orthodoxie au christianisme au judaïsme, avec les hiérarques, idoles désacralisées nobles, enfin tout un imaginaire emprunté à la culture européenne qui donne vie aux agissements des Covenants. Cela rendu possible par le père de Joseph Staten, éminent professeur de théologie et de philosophie religieuse à l'université de Northwestern dans l'état de l'Illinois aux États-Unis, qui aura pu aider, guider et renseigner son fils sur comment un groupuscule doit être écrit de manière réaliste quand ce dernier est tourné vers la salvation et l'adoration. Les créateurs se sont cependant toujours défendus qu'Halo soit une allégorie des religions modernes, de ses penchants, de ses dérives, mais quand on voit que les Covenants veulent se prendre pour Dieu et tourner l'auréole vers le reste de la galaxie pour éliminer les infidèles, difficile de ne pas y voir quelques parallèles sur certains discours obscurantisme actuels. D'autant plus qu'une certaine vidéo de décapitation des années 2000 par un certain groupe agissant dans le Proche-Orient aura raison des développeurs et les obligera à se censurer, à ne pas montrer une scène de décapitation de Marines vers la fin du jeu. N'oublions pas que le jeu a avant tout été conçu pour un public américain, et que la pré-production de Halo 2 a commencé en 2002, soit un an après les événements du 11 septembre, qui aura eu raison de beaucoup trop de vies innocentes. Alors, toute mention à cet événement et également tout nom rattaché à ce dernier ne doit pas être montré. La
décapitation par exemple, mais aussi le nom initial du protagoniste qui nous est présenté, qui devait se faire appeler le derviche, étant le nom donné à ceux de confession musulmane ayant fait le choix d'une vie de pauvreté et d'une austérité extrême, requérant l'acceptation du dénouement comme voie de recherche spirituelle. Et malgré tous ces retraits, ce n'est plus un ennemi bête et méchant ayant peu de dialogue. Ils ont reçu cette substance de fanatisme religieux, d'union sacrée et d'idéaux douteux, prêts à suivre aveuglément tout dogme indiqué par les hiérarques et hurler à l'hérésie à chaque écart, les rendant bien singuliers, donnant de bonnes raisons de lutter contre. Une bonne introduction, se montrant déjà efficace avec l'image et les dialogues, mais le sera aussi avec la mise en scène. Toutes les cinématiques ont été finalisées sur After Effects, logiciel datant de 1993, et fort à parier que Joseph a dû perdre plus d'un cheveu quand on voit la gueule qu'avait l'interface en 2003. Ce soft a été choisi pour y appliquer ses transitions en fondu à certaines scènes, notamment durant l'exposition entre le Major et le pêcheur, montrant à la fois l'espoir récompensé et la honte de l'avoir détruit. Mais cela ne viendra pas sans défaut. Déjà, et ce n'est pas de leur fait, la Xbox, encore et toujours, n'avait pas l'ossature pour avoir des cinématiques aussi poussées. Montrer des endroits différents, faire des fondus entre eux, avoir plein de personnages à l'écran. Du coup, une solution de système D dut être appliquée. Avoir ces transitions de fondu en blanc pour permettre au reste de la cinématique de charger correctement. Seulement, quelques frames ont sauté durant le processus. Mais malgré ces petits problèmes, le script de 600 pages se verra ravi d'être traité ainsi, poussé le plus possible à son maximum, tel qu'on constate que les 2 premiers niveaux ne sont presque que de la cinématique. John reçoit lui le côté festif du script. Tout le monde est content de le voir, hormis l'armurier, outré que le Spartan ne fasse pas plus attention avec son équipement qui coûte une blinde. Et pour se venger de la réponse piquante de 117, il nous fait rentrer dans le seul moment jouable des 2 premiers niveaux. Le tutoriel. On remarque alors 3 éléments. Les points de vie ont sauté, les kits de soins aussi. Bye bye les éléments de RPG. On saute et court bien plus rapidement, faisant supposer que la sandbox sera plus rapide et nerveuse. Et enfin que bordel de merde, Johnson est toujours en vie, même après l'implosion du Halo. Le scénario du meilleur scénariste, c'est classifié. Ce dernier nous invite alors à se cacher derrière lui et nous amène sur la suite du niveau, se baladant dans la station de défense orbitale du Caire, non loin de celle de Malte et d'Athènes, étant toutes 3 au-dessus de leur ville d'origine d'ailleurs. On remarque un immense capharnaüm ici, pour une simple raison, lui et nous. Caméra, Marines, état-major, tout le monde est là pour célébrer les 2 comparses, les remerciant de toujours donner de l'espoir à l'humanité. Le capitaine Keyes sera aussi glorifié au travers de sa fille, Miranda, recevant sa médaille post-mortem. Toute cette joie et applaudissements nous ferait presque oublier qu'on s'est pris une sacrée déculottée tout de même. Mais bon, morale des troupes, protection, propagande, tout ça, jusqu'au retour à la réalité. Les Covenants ont trouvé la Terre, ce qui nullifie un peu la raison de sabordage du Pillar of Phantom du premier jeu et menace d'envahir la planète. Alors Cortana, ayant un nouveau look pour une nouvelle vie, prend les commandes du canon de la station pour empêcher toute approche sous ordre de l'admiral Hood. Nous défendrons la station. Et pour cela, Compris. Il me faut une arme. C'est par ici. nous faisons entrer directement en jeu avec un magnifique fondu au blanc de toute beauté. On est directement catapulté dans l'action. On remarque rapidement que tout va bien plus vite. Courir, sauter, tirer, mourir, tout est à la fois accéléré mais toujours ralenti grâce au bouclier qui ne transforme pas la sandbox avec une nervosité que l'on connaît d'un Call of Duty ou Battlefield. Cela se ressent également dans le level design de la toute première map qui permet de répondre à l'une des autres critiques qui émanaient d'Halo-CE. Par moments et surtout sur la fin à cause du crunch que l'on connaît au jeu, les zones étaient bien vides, bien trop grandes par rapport aux besoins du niveau, gâchant un tant soit peu les fameuses 30 secondes de boucle de gameplay pour la première fois théorisée par Jamie Griezmer, étant le lead level design sur Halo 2. 10 secondes de cinématique, 10 secondes d'exploration et enfin 10 secondes de combat. Concept usé inconsciemment auparavant et désormais maîtrisé pour le second volet. Nous n'avons pas le temps de reprendre nos esprits de la cinématique que nous rejoignons un groupe de Marines pour défendre une première tentative de sabordage de la part des Covenants. Puis
Puis nous enchaînerons ce même pattern pour tout le reste de la mission et du jeu dans son ensemble. Ce choix fait pencher durement Halo dans l'action, se délestant de son passé RTS et TPS, embrassant l'épique à l'image du recours à l'iconique Akimbo du jeu, qui se présente comme la belle métaphore de l'ambition des développeurs. Ils étaient bien frustrés d'Halo CE, alors Halo 2 en mettra plein la vue, et 2 fois plus. Cela se transpose aussi sur l'amélioration des armes, se rendant à des entraînements de Marines des États-Unis pour s'immerger dans une vraie intervention militaire avec les vraies armes et leurs sons. Halo 2 aura alors des fusils bien plus travaillés et équilibrés. Enfin, presque. Car malheureusement, le BR fait son apparition, ridiculisant toutes les autres armes du fait qu'il vous permet de faire le lâche et de rester fortement à distance tranquillement. Aidé en plus par le magnétisme un peu absurde donné à la surcharge du pistolet à plasma, et vous aurez votre stratégie pour déambuler le jeu dans ses difficultés supérieures. Un petit défaut en effet, mais qui ne se voit pas en difficulté normale, qui vous donnera le plaisir d'utiliser toutes leurs qualités à chaque rencontre. Double SMG, double fusil à plasma ou pistolet, des tourelles fixes placées ici et là, complétées par les grenades bénéficiant aussi de l'expérience des développeurs, avec des fragmentations et un souffle plus grand, et des grenades à plasma ne prenant pas l'équivalent d'un Q-spell de Morgana vous passant de vie à trépas avant d'exploser. De plus, on remarque aussi de bien meilleures Marines, intestables quand elles ont un BR en main, surtout quand on comprend qu'elles ont munitions infinies, mais également très capables avec les autres armes par la magie de la réduction du time to kill, ou temps pour tuer, donnant plus de vitesse d'attaque à tout le monde, plus de dégâts et moins de vie, qui est cependant peut-être un peu trop court. Alors nous ne sommes pas au niveau d'un joueur de Warcraft 3 passant au ladder de Starcraft 2 et ne comprenant pas comment il perd la game en 2 minutes, mais ici vous allez sentir que les développeurs ont viré la possibilité de faire des squats pour récupérer sa vie, vous poussant à vous cacher le plus possible dès que vos boucliers tombent, ce qui rend par moments les rencontres un peu loufoques. Halo CE et Halo 2 n'ont alors plus rien à voir en termes de sandbox. Le design des FPS des années 90 laisse de plus en plus sa place à la nervosité, donnant même de nouveaux modes de jeu représentant bien plus le time to kill à l'image du SWAT, où l'on enlève carrément les boucliers pour plus de fun. Il s'agit d'un changement de paradigme assez violent d'un jeu à un autre, mais qui en soi ne posera pas vraiment de problème si l'on fait le jeu de manière escomptée, en facile ou en normal, donnant plus de marge sur vos erreurs et vos accès de folie, vous permettant de mieux constater également le gigantisme bien aimé de Bungie pour ses niveaux. Une nouvelle fois mis en exergue et renforcé en termes de show don't tell, l'abordage en cours, les vaisseaux Covenant passant les défenses par 2 fois, les Marines qui se cachent dans le fond d'une pièce, nous amenant petit à petit sur nos 30 dernières secondes de boucle de gameplay. Les Covenant ont l'intention de faire exploser la station à l'image des autres de Malte et d'Athènes. Sauf qu'ici, on a un Spartan qui n'échoue jamais. Désamorçant la bombe, le plan est de sortir en EVA et de la renvoyer de toutes nos forces sur l'un des vaisseaux capitaux ennemis, donnant l'une des cinématiques cultes des années 2000 qui aura 2 versions, l'une avec la bombe et l'autre sans. La raison de cette différence est toute simple. Vous vous souvenez que les développeurs se sont arrêtés en enfer durant le développement du jeu? Eh bien, ils sont descendus du train dès la première mission. La première version de la cinématique est celle annonçant le jeu en 2002, montrant aussi autre chose non retenue également, à savoir du ray tracing dans les visières du casque du Major par exemple. Mais surtout que celle-ci devait être la transition avec le niveau suivant. Pas celui qui suivra dans cette vidéo et qui est dans le jeu final, mais une mission d'abordage du vaisseau Covenant que nous voyons et qui désormais se fait exploser car la map a été cut. La fin reste cependant la même. John rejoint le vaisseau de Miranda pour empêcher la destruction qui commence à avoir lieu sur Terre. Pour une brique? Ah, il vole pas trop mal. Major, à l'intérieur, vite. La suite va se passer sur Terre. Enfin les pieds sur la terre ferme. Il est de notre devoir d'arrêter au plus vite la destruction qui a lieu à Mombasa, ville du Kenya, où le vaisseau du prophète Regret a choisi de se frotter aux Marines. Mais l'ennemi a plus d'un tour dans son sac.
Et à l'image de l'avant-goût d'action de haute volée présente dans la précédente mission, ici, le Scarab nous accueille gentiment pour nous dire que les développeurs ont mis les petits plats dans les grands. Une immense ville nous attend, serpentée de quartiers, bâtiments, routes, rencontres. Tout est absolument concentré ici pour en mettre plein la vue possible. Et à raison, car ce niveau est celui qui a vendu le jeu, celui qui a montré toutes les nouveautés de gameplay. Nouveaux véhicules, nouvelles armes, nouveaux ennemis, nouveaux moteurs graphiques et nouveaux environnements. Tout doit être montré, tout doit être prêt. Car nous, les développeurs, avons tellement adoré nos idées que nous avons effectué la meilleure démo possible digne de notre talentueuse équipe. Johnson, toujours aussi badass, John à la course-poursuite d'un immense véhicule Covenant, et tout cela devra être absolument prêt pour l'E3 2003. La hype est alors présente. Les présentations sont un franc succès. Les mots d'amour donnés aux développeurs durant le festival feront oublier toutes ces nuits blanches à ne développer que ce niveau de Mombasa pour montrer toutes les nouvelles idées. Et donc, si cette démo est aussi bien et parfaitement optimisée, c'est très certainement que le jeu n'est plus qu'en phase de débugage, vu qu'il doit sortir l'année prochaine, non? No. Un si bon conte de fées, qui, fort à penser, adore loter les développeurs et les a trop aveuglés, paralysés, quant à la trop grande ambition qu'ils ont voulu pour Halo 2. Aucune ligne directrice narrative pour le jeu n'était établie 10 mois avant la sortie de novembre 2004. Aucun niveau n'était fini, aucun doublage de personnages n'était finalisé, aucun code n'était encore complet. Au retour de l'E3, c'était la grande débandade, car le jeu n'existait simplement pas, hormis cette simple démo montrée. Tout n'était que concept, bout de code, test et début de niveau. Même le script, pourtant ayant été la première tâche accomplie, n'avait pas été touché 10 mois avant la sortie car tout le monde pensait qu'ils pouvaient le faire, car ils étaient talentueux, expérimentés, les meilleurs quoi. Et tout sera effectué dans les temps. La désillusion les frappa de plein fouet, du jour au lendemain. Et au même titre que l'histoire qui se faisait hacher menu quand Joseph et Jason se sont rendus compte de l'urgence de la situation, eh bien Mombasa sera, sans compter le précédent niveau coupé de l'abordage du vaisseau Covenant, l'endroit marquant le regret que toute l'équipe éprouve envers Halo 2. Et surtout, l'amertume qui commençait à s'établir entre Microsoft et Bungie, car la Xbox était aussi le frein à leurs envies. Donc adieu Shadow Pilotable, adieu Erzast de Falcon d'Halo Reach, adieu les ODST de la vidéo Day at the Beach, adieu les fantômes destructibles, et surtout, tout le pan de niveau montré à l'E3. Le péché de l'orgueil aura eu raison de Mombasa, amputé de beaucoup de ces éléments uniques qui ne reviendront pour quelques-uns jamais ou pour d'autres plus tard, et se voit aussi entaché par un autre regret des développeurs qui a été dénoncé par Jamie Griesemer, à savoir un manque cruel de relecture et de peaufinage durant le crunch des 10 mois. Aucune animation de mort pour les Shadows, à contrario des autres véhicules. Sa tourelle étant d'ailleurs l'une des plus puissantes du jeu pour aucune raison. Les DCA Covenant conservés de la démo n'ont pas leurs objectifs activés, alors qu'ils sont présents dans le code. Les snipers rapaces vont acquérir le pouvoir de one-shot en légendaire, avec une vitesse de tir de 2 centièmes de seconde après avoir vu leur cible. Les envies absurdes de mettre jusqu'à 17 sons différents sur la sulfateuse du Warthog dégagent, car on doit désormais simplifier le mix, se retrouvant alors avec les mêmes problèmes de spatialisation du son que le premier jeu sur certains personnages et scènes. Même Michel Rodriguez, qui double cette marine, n'arrivera pas à faire passer la pilule. Ce niveau ne peut être que frustrant pour tous. Et c'était le lieu de toutes les critiques à la sortie, presque vécu comme un mensonge, car les coulisses de la création d'un jeu vidéo étaient encore moins connues à l'époque. Mensonge ressenti aussi par les développeurs, car eux aussi en ont bien pâti de cette mission. Que cela soit pour ceux travaillant depuis le début sur le développement d'Halo 2, mais aussi sur les autres équipes annexes travaillant sur d'autres jeux en parallèle. Ayant pour code Monster Hunter et Phoenix, le premier étant seulement connu comme ayant été la promesse pour la tierce équipe ONI au sein de Bungie à la suite de la sortie d'Halo CE, et le second étant un projet chapeauté par Jason Jones lui-même, prenant place dans un univers de fantasy à la sauce RTS, eh bien, tous deux, au lendemain de l'E3, finiront annulés pour au plus vite rapatrier tout le monde sur Halo 2. Au moins, heureusement que la bonne idée du niveau a été conservée. Traverser à pied ou en Warthog la ville, jusqu'à se lancer à l'assaut du Scarab.
Ce niveau conserve toujours la théorie des 30 secondes qui nous font oublier tous ces problèmes, tous ces manques. On se surprend des idées de renouvellement des affrontements, des ennemis sur les toits, camouflés pour vous embusquer, larguant des troupes en pod pour le surnombre, montrant la toute-puissance de votre cible. Et vu que Johnson sait ce que les femmes aiment, pour faire exploser tout ce qu'il y a dans cette ville, comme l'objectif de détruire le tank Scarab, qui est un bel hommage à Ghost in the Shell au passage, est accompli. Sauf qu'à la seconde de fêter la victoire, le vaisseau de regret fuit. Il fuit non pas en retournant dans l'espace, mais en sautant dans le vide. Ce qui ne sera pas beau à voir si l'on ne se met pas à couvert loin. Ou alors, qu'on le suive pour savoir où ce dernier veut aller. Sur eux, vite! Mais commandant, sans destination? Ne me perdez pas ce vaisseau! Les Numberclad de Miranda Keyes représentent assez bien le saut dans l'inconnu que sera la prochaine mission suite à la débâcle de l'E3. Beaucoup de studios auraient tout simplement annulé le jeu, ou alors l'éditeur lui-même, car avant tout, les jeux, étant sortis en 2004, devaient initialement sortir en 2003. Mais au vu de la prise de conscience que tout le monde eut au lendemain du bain de foule, le jeu ne pouvait d'aucune manière réaliste être fini pour la fin d'année 2003. Ce qui a sauvé ce jeu, c'est que tout le monde croyait au potentiel de cette suite. Qu'au diable alors la santé mentale et physique de tous. Leur script est bien trop bon pour n'être qu'un échec de plus dans le cimetière de tous ces merveilleux jeux que nous ne connaîtrons jamais. Donc, l'équipe continua ce qu'elle savait faire, prendre encore un risque. Un risque bien payant, car il deviendra la deuxième figure de proue de la franchise, nous faisant retourner du côté des Covenants, loin de la destruction ayant lieu sur Terre, de nouveau au cœur de grande bonté. L'incapable est tiré de force par des brutes guidées par Tartarus, qui passant de cellule en cellule, et voyant que d'autres Covenants peuvent aussi être déchus, le pêcheur est amené vers l'un des endroits les plus saints de la ville, le mausolée de l'Arbiteur, où tous ont été subjugués, embrigadés et consumés pour la sauvegarde de l'Alliance des Covenants et de ce qu'ils nomment le Grand Voyage. Certainement un terme en rapport avec les anneaux que les prophètes ont en hologramme sur leur casque, mais rien de bien plus précis pour le moment. L'élite n'est vraiment pas désirée dans ce lieu. Il a commis l'un des plus grands péchés aux yeux de tous, ce qui à leurs yeux est déjà signe de trépas. Il n'a plus aucune légitimité à guider, commander, même exister. Or, les prophètes ont quelque chose d'autre en tête. Malgré son erreur, ces derniers ne voient pas en lui un hérétique, seulement un élite ayant fauté, et se pose ainsi en bloc face aux ailes du Conseil Covenant, alors que ce dernier pourrait encore être utile pour apporter la bénédiction des prophètes, même durant sa mort. Sa vie d'avant n'existera plus, car désormais il sera le bras armé du Grand Voyage, amené à sauter dans des missions suicidaires comme tous les arbiteurs avant lui. De la soumission des chasseurs aux résolutions des différentes rébellions des grognards, lui aura pour mission de faire taire la plus grande menace de cette époque, l'hérésie grandissante au sein des Covenants, qui de plus utilisent les créations des dieux pour diffuser leurs mensonges éhontés. Alors en route vers la planète gazeuse où le premier Halo orbitait auparavant, il se dirige vers la destruction de cette hérésie, depuis bien trop longtemps laissée tranquillement sur une raffinerie Forerunner. Durant ce petit voyage, nous avons également l'introduction d'une autre tête des Covenants, en la personne du quartier maître, comme nommé dans les fichiers du jeu et crédits, qui nous rabâche aussi le serment des Covenants et leur vision de l'Arbiteur. Et qui, waouh, eh bien, apparemment nous suivra pour le reste du niveau, car nous sommes au contrôle de l'Arbiteur désormais. Toutes ces cinématiques qui lui étaient destinées n'étaient donc pas innocentes. C'est marrant de revoir les critiques de l'époque, qui jugent ces cinématiques de l'Arbiteur trop politiques, trop verbeuses, trop on s'en fout, donnez-nous le Master Chief. Au vu de ce que deviendra le personnage dans l'estime de beaucoup de fans aujourd'hui, c'est assez rigolo de voir que c'était l'une des principales critiques pour les joueurs et les développeurs à l'époque. Tout le monde n'était
pas vraiment aligné sur l'envie d'aller du côté des Covenants, ayant au préalable choisi un autre personnage pour le second point de vue que nous verrons plus tard, mais ils finirent tous par être convaincus par les 2 niveaux qui nous attendent, excepté, encore à ce jour, Martin O'Donnell. Vous savez, le gars qui fait la musique. Trouvant que cette envie d'aller du côté de l'arbitre est une césure trop importante pour l'histoire, car pourquoi aurions-nous envie de rentrer dans les baskets de l'ennemi, nous rendant confus sur ce qu'il se passe, sur nos objectifs et nos ennemis, et confondant bien trop le personnage principal et le joueur. En effet, l'avantage de Master Chief est qu'il a Cortana, et l'IA est un peu le personnage principal qui nous fait avancer dans l'histoire. Le fait que John soit un personnage relativement muet nous permet de plus facilement se personnifier en lui, en pensant exactement le peu de phrases qu'il pourrait sortir. Là où l'histoire de l'arbitre est déjà bien plus complexe et politique, et nous demande de rentrer dans ses chaussures déjà si remplies d'intrigues et de querelles, sans une autre entité comme Cortana pour nous accompagner. Chose qui, pour Martin, aurait pu saouler le joueur lambda, jusqu'à ne plus vouloir continuer la campagne, car inintéressante. Prenait-il donc les joueurs pour des idiots qui ne pouvaient réfléchir car voulant juste tirer sur tout ce qui bouge? Peut-être, mais heureusement que le game design et l'histoire lui donneront tort sur la longueur. L'arbitre est bien différent dans son approche de gameplay que 117. Déjà, on est les aliens désormais, et ça change pas mal de choses. On a une plus grande variété d'alliés, de possibilités. On peut enfin entendre tous les dialogues grisants des grognards, ainsi que des élites. Voir qu'ils ont pour les Spec Ops un camouflage bien pratique et illimité, et pleurer quand on remarque le nôtre qui ne dure que 10 secondes car notre armure a été achetée sur Shane. Accès aux armes Covenant dès le début également, à la merveilleuse épée à énergie qui sera bien pratique en casu, mais encore plus en speedrun au vu des glitches qu'elle permet dû à sa qualité de verrouiller les ennemis de loin et de se propulser dessus pour les éventrer. Et le niveau prend en compte tout ça, et n'oublie pas de ne jamais vous laisser sans 10 secondes de fun. Vous pouvez totalement passer le niveau en toute discrétion, hormis certains endroits remplis de sentinelles qui n'ont d'accoutumé rien à foutre avec ces hérétiques, ou alors y aller en force. Utilisez enfin le canon à plasma qui nous était interdit durant Halo CE et constatez sa puissance incroyable. On sent également l'expérience acquise par les développeurs dans le game design. Le lieu est beau, lumineux, réutilise à bon escient les assets d'antan, comme ce Seraph qui était originellement le premier tank au sol designé pour les Covenants et désormais transformé en vaisseau spatial. Ils n'ont également plus peur de mettre des vagues d'ennemis par centaines tout en ne faisant pas l'erreur de vous laisser seul. Ils adorent le concept de vous faire commencer à pied puis de toujours avoir une section véhicule pour monter en intensité et surtout savent prendre des décisions difficiles mais qui payent. Voyez-vous, en lieu et place des élites et grognards hérétiques que nous affrontons, ils n'auraient dû être que des chasseurs. Avec à leur tête, un chasseur également, potentiellement en lien avec leur histoire. A posteriori, cette dernière qui a été étoffée avec les années, les Legolos auraient été des bons choix pour incarner l'hérésie. Initialement découverts en train de dévorer des artefacts Forerunner, ils ont été matés et incorporés dans l'Alliance Covenant pour qu'ils ne puissent plus continuer à le faire. Mais on a conservé leur faculté à s'immiscer très facilement dans les artefacts Forerunner pour découvrir efficacement leurs secrets. Malheureusement, cette idée ne fut pas gardée. Et on partira sur le choix d'un match-up miroir, avec des différences de design pour ne pas confondre alliés et ennemis. Et d'ailleurs, en parlant d'un ennemi, il y en a un ancien qui revient à la charge. À croire que les Forerunner ont une lubie assez bizarre d'enfermer le moindre parasite dans la moindre caisse à portée. Ce dernier est une nouvelle fois libéré au sein de la station, cette fois-ci intentionnellement par le chef des hérétiques dans l'espoir de tuer quiconque voudrait s'en prendre à la vérité d'un certain oracle. S'ensuit alors une course-poursuite au travers de la station, qui commence sérieusement à nous faire douter sur les envies masochismes des développeurs. Nous ne sommes plus seuls au moins, hormis durant quelques couloirs qui ne durent jamais trop longtemps, car heureusement que tout le monde a été traumatisé à juste titre par la bibliothèque, mais par contre, on ne sait pas pourquoi dans la tête des développeurs, parasite égale ascenseur. Surtout que celui-là est tellement long qu'on peut se regarder facilement les 3 premières saisons de Game of Thrones en tuant les 2-3 ennemis qui nous sautent dessus de ci et là. Enfin bon, au final, hormis quelques endroits bien longs comme savaient le faire ces FPS des années 2000, on finit par attraper le chef des hérétiques, qui, non sans implanter quelques graines de discorde dans la tête de l'arbitre, finit par juger que le pêcheur est déjà mort lui aussi, et donc ne peut être sauvé. Nous amenant naturellement sur le premier combat de boss de toute la saga, hormis si vous considérez qu'exploser les réacteurs du Pillar of Phantom est un boss au vu de l'application d'une stratégie. Ici, on aura un combat plutôt digne de ce qu'on peut attendre
prendre des boss. En triple exemplaire pour vous distraire, faisant venir des vagues de sentinelles en renfort, se cachant dans les conduits le temps de retrouver ses forces. En soi, un combat qui, en normal ou facile, ne montrera pas totalement tout son éventail de compétences, mais commence à prendre corps au niveau héroïque, qui est d'ailleurs pour rappeler la difficulté de base de toutes les images en jeu que vous voyez. Il montre alors l'une des principales difficultés de ce combat, qui est d'abattre le plus vite possible les deux images miroirs du boss. Ensuite, ce n'est vraiment qu'une pronape de santé, surtout si vous avez la chance de le détecter dans son conduit rapidement. Le chef des hérétiques sera ainsi abattu, et Tartarus viendra nous extraire et ne s'embarrassera pas plus d'un meilleur traitement envers l'oracle, étant l'irritant 343 Guilty Spark, désormais orphelin de son anneau. Les trois désormais à bord du fantôme s'en retournent ensuite vers grande bonté. C'est l'oracle. Le voilà. Venez, nous quittons ce système. De quoi? Il y a un second Halo? C'est donc pour ça que le jeu s'appelle Halo 2? Habile les développeurs, habile. Après cette rapide découverte, où on ne sait pas s'il y a en fait 2, 3, 4 ou 100 Halo au total, tout compte fait, on s'adonne à écouter ce moment calme et contemplatif permis par la musique, se rendant compte que l'hymne attaché au premier Halo est bien différent du second. Ils ont été jusqu'à ce niveau de détail pour enrichir leur univers, qui rien que par la cinématique d'introduction s'est rapidement étoffé pour notre plus grand plaisir. C'est aussi ici qu'un autre thème bien connu fait son apparition, Zealous Champion, également présent sous un autre nom, Hérétique. Ce dernier avait déjà quelques accords présents dans certaines OST de Halo CE, notamment ceux de Perilous Journey ou de Covenant Dance, mais qui, à l'image du reste, étaient bien en deçà des envies de Martin et Michel. Alors le plus de budget donné par Microsoft a permis de développer ce bonbon qui est la musique, et surtout de confirmer l'excellent choix entrepris par la saga que sera Halo. Martin écrit au final peu de pièces, peu de partitions, et finit souvent par réarranger ses précédents thèmes pour les étendre et les étoffer grâce à l'argent grossissant pour chaque jeu. Plus de matériel, plus d'instruments et plus d'orchestres qui permettront tous d'assurer ce que Martin appelle le principe de l'émotion. En conservant la même base dans ses thèmes musicaux, en ayant déjà établi des leitmotifs pour Halo, Cortana, Master Chief ou le Parasite, il est alors bien plus facile d'appliquer une ambiance émotionnelle à chaque situation. Les chants grégoriens évoquent instantanément les Forerunners et leur héritage. Les voix distordues entourées de notes aiguës et percussions vous font rentrer dans un état d'insécurité car le parasite est là. Et les odes militaires vous donnent envie de vous sacrifier pour sauver le moindre Marines autour de vous. D'aucuns jugeraient cette éthique de travail de feignant, car au final il y a très peu de thèmes en dehors de la trilogie. Les spin-offs auront par contre plus de thèmes singuliers, ainsi que quelques clins d'œil au trio originel. Mais il s'agit là du meilleur choix effectué par Martin et Michel envers la saga. Et ce pourquoi beaucoup aujourd'hui aiment ces OST, qui au même titre que nous, a vieilli, grandi et pleuré avec nous durant les événements que nous avons tous vécus, les moments que nous avons tous partagés en coop et les personnages que nous aimons encore tous aujourd'hui parce que la musique leur a rendu honneur à chaque moment, en étant tout comme le reste du jeu, fidèle à elle-même. On en oublierait presque Miranda Keys a évoqué une certaine bibliothèque pour empêcher les Covenants de récupérer l'index du nouvel anneau, qui ne nous rassure pas pour la suite. On se largue alors avec un groupe d'ODST, ou ASCO en français, pour prendre d'assaut les positions retranchées des Covenants sur l'anneau. Qu'est-ce que ça serait vraiment pas mal, un jeu où on se largue depuis l'orbite pour aller détruire des vagues et des vagues de Covenants. Faut vraiment que quelqu'un fasse vraiment ça. Ça marchera à coup sûr. Cette cinématique incroyable a pu naître grâce au cartographe silencieux du précédent jeu. En effet, notre objectif est très clair dès le début. Aller à la rencontre du prophète Regret qui s'est posé sur l'anneau pour l'éliminer et déclencher une vague de peur chez les Covenants. Objectif qui aurait dû
dû être celui du cartographe silencieux, désormais appliqué ici. Nous aurons enfin l'occasion de porter un coup sévère au moral des Covenants. L'atterrissage est plutôt bruyant, et nous tombons directement sur un avant-poste Covenant qui laisse transparaître les problèmes qui seront de plus en plus récurrents pour la fin. Alors nous pouvons totalement passer outre ce premier affrontement en partant par la droite pour la suite du niveau, mais si l'on s'attarde à défendre cette zone de combat, eh bien les triggers vont mettre une éternité à s'enchaîner les uns des autres, même quand les pélicans viendront nous livrer un Warthog pour continuer le niveau, problème qui sera présent pour toute la suite du niveau quand il sera question de l'envoi de renforts de la part des Covenants. Alors Cortana tentera de justifier ces écarts de conduite de la part des ennemis, en stipulant qu'ils savent qu'on est ici, mais ne nous considèrent pas du tout comme une menace. Et comment leur donner tort quand on voit la différence de taille du vaisseau de Regret et de celui de Keyes? Alors pour faire oublier ces potentielles questions que l'on pourrait se poser, rien de mieux qu'une nouvelle section de niveau en tank, pour faire exploser tout ce qui vient à notre rencontre, avec des ODST portant des lance-roquettes pour s'éclater. Bon, cette fois-ci, nous n'aurons pas la chance de pouvoir de nouveau abattre un scarab, mais nous sommes heureux de voir que Bungie a le temps de découvrir plus de nuances de couleurs qui rendent ces environnements très chatoyants et accueillants, jusqu'à donner des panoramas dignes de cartes postales qui agacent Johnson car on n'est pas là pour prendre des photos. Cher sergent, votre vécu dans l'espace, vous nous manquez. J'ai entendu, crétin. Les sections véhicules d'Halo 2 sont bien plus poussées, naturellement, que celles d'antan. Cependant, on regrettera par moments la savonnette pour la meilleure résistance qu'elle avait, mais on se réjouit de voir que toutes les Marines ont passé leur permis de conduire. Également, du côté des Covenants, c'est agréable que ces derniers soient plus adroits et ont accès à plus de joujou, qui sera malheureusement coupé de cette mission. On apprécie aussi beaucoup la nouvelle fonctionnalité d'abordage qui a été conservée à raison, pas pour les ennemis malheureusement. On adore l'absurdité du nouveau Warthog Ghost, et surtout de la machine gun qui est devenu le Scorpion. Même si leur vie est réduite, le fait qu'ils one-shot tout pratiquement n'est pas vraiment un problème pour notre survie. On continue alors le niveau, jusqu'à atteindre notre premier point de pause, retrouvant Regret en train de psalmodier l'OST de Halo se transformant en prière quand Cortana le traduit. Dans ce vaste lac servant de temple à ses psaumes, la version anniversaire du jeu montre ses plus grandes qualités que son prédécesseur. Là où durant le petit moment de plongée aquatique, nous ne voyons vraiment pas grand chose, hormis des monticules gris loin de toute lumière, Anniversary nous montre une vieille cité engloutie, ajoutant alors plus d'histoire sur cet anneau, mais aussi sa meilleure attention du détail porté au jeu. Les développeurs ont voulu s'amuser un peu avec les dialogues ou scènes, pour ne pas oublier qu'ils font avant tout un jeu vidéo qui se doit d'être amusant pour ne pas gâcher le temps libre de ses joueurs. Alors de l'audio aux actions, beaucoup de différences font leur apparition suivant la difficulté que vous choisissez au début, choses qui sont mieux soulignées par le remaster. Sans repasser une couche sur la beauté des cinématiques déjà évoquées durant le disclaimer, on se surprend à plus souvent passer en graphisme amélioré, amenant alors l'espoir de la communauté de voir un jour un Halo 3 Anniversary au vu de la qualité supérieure que fut le second. Mais ce petit moment de rêverie se termine rapidement. De retour sur le plancher des vaches, la suite du niveau nous offre le plaisir immense de retrouver ces chers snipers rapaces qui nous ont déjà donné une si grande satisfaction par le passé. Les snipers humains au Covenant sont vraiment les stars de ce niveau, s'utilisant jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce qu'on finisse par atteindre Regret surplombé par la plus grande flotte de Covenant vue à ce jour. De nouveau, on a le droit à un combat de boss, encore un, qui, au même titre que le premier, nous amène plein de promesses. Des renforts infinis, un grand espace dans lequel se balader, la possibilité d'avoir des Marines avec vous si vous les avez conservés jusqu'ici, avec en plus un Regret posé sur une chaise de destruction massive qui n'aura de cesse de vous suivre à chaque recoin. Un bon combat alors? Eh bien pas du tout. On est juste en train de frapper un vieillard dans son fauteuil roulant. Ce n'est pas vraiment le combat qu'on espérait envers l'un des 3 personnages les plus importants des Covenants. Mais au moins, nous amène plus rapidement vers un nouveau mystère. Mais tu es le bienvenu.
Fort à parier que personne n'a aucune envie de remettre les pieds dans la moindre bibliothèque depuis 2001. Or, vu que le lore commence à être consistant et logique, nous n'aurons pas d'autre choix que d'y retourner à chaque fois que l'on se baladera dans un Halo. Si jamais nous devons récupérer l'index pour X ou Y raison, on sait qu'on va devoir se retaper les parasites dans ce lieu maudit, qu'on va devoir compter sur l'inutilité des sentinelles et composer avec un moniteur qui n'en fait qu'à sa tête. En somme, une mission horrible nous attend. Ceci était certainement tous les retours négatifs que l'équipe a dû écrire sur un bon vieux tableau blanc pour éviter de retomber dans les mêmes écueils, permettant surtout de régler le premier défaut de la première itération, nous sommes tout seuls. Ça ne sera pas le cas. Aux commandes de l'arbiteur, on remarque quelques changements bienvenus qui vont nous faire adorer la bibliothèque pour la première fois. Déjà, en revenant un peu sur nos pas, on s'amuse de voir que le lieu où Regret a été assassiné n'est pas très loin, et ainsi que tous les lieux se suivent et s'entrelacent petit à petit, assurant cette continuité dans les niveaux. Et donc, là aussi, nous aurons des alliés. Sauver des grognards le plus possible et des rapaces également, qui sera d'ailleurs le seul endroit de toutes les campagnes de Halo où nous aurons des rapaces en alliés. On remarque aussi de nouvelles sentinelles bien plus efficaces que les basiques, simplement par la taille de ce géant de métal armé de boucliers frontal très résistants et pouvant attraper tout véhicule dans ses pinces, demandant une bonne puissance de feu pour les abattre surtout à pied. Ou encore de ces sentinelles majors avec leurs boucliers à énergie et ce nouveau rayon bleu amenant quelques dégâts en plus sur la durée. Mais c'est avant tout l'évolution du parasite que l'on remarque. Alors pas de la forme qui a été malheureusement cut à notre grande dame, mais on remarque très aisément qu'ils sont largement plus agressifs et nombreux, tout en ayant des points faibles bien plus évidents. On peut les one-shot désormais, chose qui était par moments impossible dans le premier jeu, car certains étaient des parasites qui avaient la capacité de faire le mort et donc de revenir à la vie quelques secondes plus tard. Et ce jeu permet également de répondre à ce petit problème du premier, où les corps n'étaient pas destructibles, amenant ces derniers à se relever par moments par les formes d'infection. Là, Halo 2 a répondu par deux moyens. Vous pouvez détruire les corps grâce aux explosions ou à l'épée à énergie, changeant ainsi un tant soit peu les affrontements. Les formes d'infection sont alors à prendre avec un peu plus de considération, et combattre au corps à corps est quelque chose de bien plus sensé contre le parasite désormais, ce qui déjà amène plus de fun, mais aussi des moments bien stressants quand vous vous retrouvez au milieu de plein de formes de combat que vous devez tabasser pour pas qu'ils reviennent, mais également qu'en même temps vous devez aussi tabasser les conduits, car semblerait-il vous n'avez pas l'autorisation d'être là, chose qui est assez flagrant quand les sentinelles vous attaquent depuis le début, mais assez cool de voir cette idée transcrite dans les éléments du décor. Le parasite a enfin une bonne place dans les affrontements. Ils ne sont plus cantonnés à la mission que l'on ne va pas spécialement adorer par la solitude qu'ils engendrent. Depuis le niveau de l'oracle, ils sont bien plus amusants et plus fers à affronter. Ils vous foncent bien sûr toujours dessus, et par moments sont juste trop nombreux pour votre simple épée. Alors le camouflage de l'arbiteur sera la meilleure arme pour continuer d'avancer. Mais au moins ils n'ont plus ce sentiment d'inéluctabilité que le premier jeu leur a donné. Ce truc d'en faire des vagues infinies vous sautant dessus toutes les 5 secondes. Ce qui est un bon choix de game design, car même dans un FPS, par moment, on a envie d'avoir des temps morts pour se reposer un peu et apprécier la beauté des paysages, surtout de cet Halo. On traverse ainsi ces longs couloirs et ces longs champs de bataille. On se surprend à voir le parasite piloter les véhicules de toutes sortes, confirmant bien qu'il conserve les connaissances de leurs victimes. Le spectre est enfin en notre possession, et tellement rapide pour qu'on passe outre les menaces. Nous passons donc une grande partie de la bibliothèque qui est excellente. Alors on meurt bien sûr, car on ne connaît pas encore tous les points de spawn qui sont relativement identiques d'une vie à une autre. On en a peur de ces formes de combat d'élite avec un bouclier qui nous font gaspiller bien trop de cartouches de fusil à pompe. Mais au moins, on arrive à la fin. Et là, eh bien, c'est le drame. Encore un putain d'ascenseur. Heureusement pour nous que le jeu n'oublie pas qu'il s'est effectué en seulement 10 mois. Alors quelques éléments de cette mission sont relativement cassés. Par exemple, les ennemis se détruisent quand vous activez la suite du niveau à cet endroit, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Les pinces des sentinelles enforceurs vont aussi des fois vous attraper pour aucune raison alors que vous n'êtes pas du tout en dessous d'eux. Et du coup là, cet ascenseur à ce spot, si vous sautez sur cette petite barrière puis que vous allez vers le haut, eh bien vous n'aurez plus qu'à attendre 10 minutes au calme car aucun parasite ne viendra à vous. Et l'ascenseur vous conduira sagement jusqu'à la fin où vous n'aurez plus qu'à marcher vers l'avant et à sauter. Quand on sait que normalement cette map n'était pas du tout destinée à être placée ici et utilisée à cet escient, on comprend les quelques problèmes de polish qui sont survenus. En effet, cet endroit devait se dérouler sur l'une des lunes orbitant autour de la géante gazeuse ornant d'elle
Delta Halo. Mais vu que le leader des hérétiques n'allait plus être un chasseur avec ses semblables, la station pétrolière Forerunner a donc été construite pour la nouvelle faction d'hérétiques. Et cette map s'est déportée sur l'anneau pour nous refaire une bibliothèque qui est cette fois si belle, amusante et bien ficelée. Et nous amène petit à petit à sa cinématique de fin, faisant prendre un tournant majeur à l'histoire de l'Arbiteur. Depuis le début de la mission, les humains devançaient les Covenants de quelques minutes pour l'obtention de l'index. Eux aussi en quête du contrôle de l'anneau sacré. Alors, posant le vaisseau de Miranda proche de la zone de quarantaine, qui n'est vraiment pas une bonne idée quand autant de parasites sont au sol, l'Arbiteur et Tartarus subissent une course contre la montre. Miranda et Johnson ont finalement réussi à choper l'index au nez et à la barbe des poursuivants. Mais heureusement pour les Covenants, l'Arbiteur est au bon endroit au bon moment pour sauver l'Alliance. Jugeant que le fait de retourner l'index au prophète est sa tâche, Tartarus ne l'entend pas de cette oreille et dévoile surtout le complot qui commence à se jouer au sein de Grande Bonté. Les élites doivent être éliminées. Pour avoir échoué dans la quête du grand voyage et avoir laissé un des prophètes dirigeants mourir des mains des humains. Surprenant quand on sait que l'ordre de rappeler les fantômes pour aller sauver Regret des mains du Major a été donné par Vérité lui-même. Chose que Tartarus ne sait pas. Et tout en faisant prisonnier Miranda et Johnson, ce dernier pousse l'Arbiteur dans le vide pour une chute qui sera sûrement mortelle. Nous rentrons alors dans l'acte final du jeu. Et il est un peu dommage que l'une des révélations majeures de l'anneau nous soit gâchée par l'écran de chargement de la Master Chief Collection. Or en vérité, ce n'est pas du tout de leur faute techniquement. Là où nous avons laissé John dans l'eau aurait dû être le niveau révélant petit à petit la présence ancestrale du Fossoyeur au travers de ses vrilles. Section nommée Forerunner Tank, il nous aurait permis de bien mieux remarquer que ce que Miranda tient en guise de corde est en fait l'une des longues tentacules du Fossoyeur se détachant consciemment pour empêcher quiconque puisse prendre l'index. Et de plus, cette rencontre avec le monument de nos péchés aurait dû finir en explosion nucléaire. L'une des fins alternatives de Halo 2 aurait dû tourner Miranda Keyes en ennemi. En colère contre le Master Chief pour la mort de son père, ce qui n'est pas totalement faux, devait aller jusqu'à contacter les prophètes des Covenants pour monter un plan qui éliminera à la fois le Fossoyeur et surtout Master Chief. Le plan absurde était de coller une bombe nucléaire sur John pour que quand ce dernier se fasse au final attrapé par les tentacules du Fossoyeur, puisse être activé à distance quand il se retrouvera devant ce dernier. Mais on connaît tous la chanson à ce stade de la vidéo. Ce dernier n'existait même pas au lendemain de l'E3 et dut alors être totalement remodelé depuis le script initial pour se transformer de niveau excellent à celui étant au mieux bien pour rentrer dans les 10 mois restants de développement. Alors la cinématique devant faire office de finalité à Forerunner Tank et celle du début du Fossoyeur ont été jointes. L'Arbiteur qui lui ne devait pas être trahi aussitôt dans le jeu est désormais poussé dans le vide pour rejoindre au plus vite John pour forcer leur alliance contre nature avec le parasite. Tout en oubliant, par manque de temps, les deux explications un peu nécessaires, à savoir que le parasite a déjà récupéré le corps de Regret et la nécessité de voir l'amoncellement de cadavres indispensable à la création d'un Fossoyeur, qui devait être certains des plans de la cinématique ou du niveau coupé. Mais malgré ce rafistolage découlant d'une idée non retenue, l'équipe de développeurs s'en sort très bien, ayant créé l'antagoniste parfait au passage. Intelligent, poli, réaliste et omniscient à travers la pierre, le métal et le temps, qui n'hésite pas à s'allier avec ses jouets dans l'espoir d'empêcher sa seule crainte, l'activation de Halo, qui nous concerne tous à juste titre. Renforçant une idée flottante depuis Halo CE que les Halo ont été construits car le parasite existe. John et Cortana sont plus ou moins au courant de cette fonctionnalité, que l'Arbiteur n'intériorise toujours pas de par sa longue vie pratiquante, qui l'empêche de remettre en question les deux ennemis de ses dieux, à savoir les Forerunners, que sont les humains et le parasite, comme dicté par les prophètes. Alors si ce dernier ne veut pas l'entendre, il devra le voir par lui-même. Le seul ennemi de tous sont les prophètes, transformant cet Halo en bastion de fraternité entre nos trois protagonistes. John et l'Arbiteur chercheront de leur côté l'index, pendant que le Fossoyeur s'attaquera aux Covenants pour les retarder le plus possible de son côté. 117 est alors téléporté en plein Grande Bonté, prêt à fondre sur les prophètes au
milieu d'un tournage de vidéos de propagande pour minimiser le réveil du parasite ainsi que le schisme qui commence à avoir lieu au sein de l'Alliance, notamment entre les brutes et les élites. Finissant enfin l'une des plus longues cinématiques du jeu, nous permettant de bien nous reposer avant de poser les pieds dans le niveau le plus compliqué qui soit dès la première seconde de mission. Vous apparaissez au milieu de 4 ennemis qui n'auront aucun mal à vous one-shot 1 à 2 secondes après avoir repris le contrôle du Spartan si vous ne reculez pas directement pour vous cacher. La difficulté facile échappera à ce problème que les autres subiront. S'il n'y avait que cet endroit un peu corsé, on pourrait le pardonner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'idée de parcourir grande bonté en proie à des affrontements de toutes parts est en soi classe. Vous pouvez passer inaperçu s'il le faut, mais l'envie des développeurs de montrer de grands combats avec beaucoup d'ennemis fait qu'il suffit qu'un seul détourne son attention sur vous pour que tout le monde vous saute dessus. De plus, les moments où un seul groupe d'une faction vous engage n'échappent pas à un mauvais design comme le début du niveau. Par exemple, la prison, petit détour obligatoire pour aller sauver quelques Marines qui ne resteront pas longtemps en vie. Et le problème est cet ascenseur. Encore un ascenseur qui vous fait tomber très lentement, vous rendant très facilement ciblable par les ennemis se trouvant en dessous de vous. Ou alors ce pont de lumière, avec d'un côté des Spec Ops Elite et de l'autre des brutes. Heureusement que le design général de grande bonté sauve cet endroit. On aurait pu se retrouver dans une version 2 de la bibliothèque. Or, rien que le fait de se balader dans différents environnements, voyant des événements importants se dérouler avec les Lumberclad qui rappliquent avec à son bord une nuée de parasites, en temps de vérité lâcher également ses meilleures répliques sur la radio pour se faire passer pour la victime, blâmer les élites d'avoir lâché le parasite par vengeance, promettant encore la salvation grâce à l'index, nous font passer un bon moment. On en vient par moments à s'arrêter totalement pour parier dans notre tête qui des élites grognards et chasseurs contre les brutes rapaces et drones gagneront à chacune de leurs rencontres. On tombe amoureux aussi du meilleur bug de spawn d'ennemis, faisant naître l'armure la plus belle qui soit avec ses élites conseillers gardes royaux tout en blanc. On aime aussi le fait qu'on puisse passer la dernière salle en attendant sagement 11 minutes exactement, le temps que le jeu en ait marre de checker toutes les secondes si on se trouve bien dans la pièce finale pour ensuite charger la cinématique de fin, qui enfin nous fait arriver à un bon moment mis en scène. La séparation de Johnson et Miranda, Tartarus qui se présente de plus en plus comme un boss de fin, l'arrivée définitive du parasite dans Grande Bonté et l'indifférence totale de tous face à l'abandon de Pitié par vérité dans les griffes du Fossoyeur. Remarquant en dernier lieu que John est arrivé bien trop tard pour remplir la mission reçue par le Fossoyeur. Pendant ce temps, l'arbitre part pour une petite randonnée. L'une qui peut changer un élite de bout en bout, car au fur et à mesure de son ascension, il va être déchiré de constater que même les plus fidèles de l'Alliance Covenant n'ont au final servi que comme de simples pions dans la soi-disant religion des Covenants qui aurait dû amener la salvation à tous. Un simple changement d'étiquette entre les brutes et les élites ont permis aux nouveaux gardes des prophètes d'être dans leur bon droit de génocider les Shanghae qui ne demandaient qu'à rester dans l'Alliance Covenant, cherchant à tout prix l'absolution pour le meurtre de Regret. Vérité en décidera autrement. Plus rien et personne ne peut l'arrêter dans sa quête insensée qui lui permet de rester au pouvoir. Alors l'arbitre est en première loge face au déboire des brutes, abasourdi du fait que même un ennemi mortel est prêt à s'allier avec lui, à contrario de ceux qu'il considérait comme des alliés depuis longtemps. Heureusement, il ne sera pas seul durant ce long trajet pour poursuivre Tartarus, ayant récupéré l'index et Miranda pour aller activer Delta Halo. Il trouvera des élites sur le chemin, des chasseurs également, qui sont le clin d'œil au plan initial de la composition du groupe hérétique, des conseillers toujours aussi classe dans leur armure de Pokémon Shiny, et des grognards également. Et nous n'aurons jamais trop de problèmes de tyrannie, car les ennemis ne seront eux composés que de brutes, rapaces et drones. Belle astuce pour ne pas rendre trop confus chaque affrontement, et permettant de prouver qu'il est possible d'avoir des niveaux ne se composant que de Covenant, sans être un foutoir à vivre. D'ailleurs, on n'a jamais évoqué
encore jusqu'à maintenant les 2 nouveaux ennemis que nous avons dans ce jeu, parce que toute leur difficulté est tout simplement bien montrée dans ce niveau. À savoir que les brutes deviennent totalement enragés quand vous éliminez tous les autres autour du dernier, et les drones sont vraiment un cancer quand vous avez besoin de vous mettre à couvert et à vous bombarder de tirs de petites armes comme les pistolets à plasma ou les Needler. Mais cependant, la révolte est simplement un bon niveau de transition. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. Hormis lors de cet endroit avec les doubles apparitions en héroïque qui est vraiment chaud à passer, eh bien ce niveau nous prépare sagement pour le final, qui de plus en plus nous fait comprendre qu'il se déroulera sur Terre. Il y a encore un autre niveau pour tenter d'arrêter Vérité, puis un autre pour tenter d'arrêter Tartarus, et enfin 3 autres se déroulant sur Terre pour le conflit final. Nous y voilà donc, de retour là où nous avons laissé John, loupant Vérité de quelques secondes à peine. La situation est catastrophique. D'une part, Vérité se dirige vers la Terre à bord de ce mystérieux vaisseau Forerunner comportant une entité qui empêche Cortana de retarder par tous les moyens possibles son décollage, ensuite que le fantôme de Tartarus lui se dirige vraisemblablement vers l'anneau pour l'activer, et enfin que le parasite se répand de plus en plus dans grande bonté depuis l'épave du Inamberclad. Alors, en oubliant l'originalité du plan, car on sait au moins qu'il marche à coup sûr, Cortana restera dans le système de grande bonté pour accéder au Inamberclad et le faire imploser, qui aura peut-être une chance d'exploser l'anneau non loin de la Cité Sainte. Alors nous allons devoir courir dans une ville qui se transforme en cimetière à vue d'œil. Nous n'aurons pas du tout les mêmes difficultés que durant la première itération de cette map. Déjà, nous ne passerons pas par les mêmes endroits. Au diable la prison. Nous aurons par contre encore plus d'affrontements intercovenants saupoudrés de parasites, mais où bizarrement la discrétion sera bien plus efficace, nous faisant regretter de façon contradictoire par rapport à la mission Le Fossoyeur quelques éléments de difficulté qui ont été enlevés à ce niveau. À l'image de certains chasseurs qui pouvaient être équipés de boucliers à énergie, qui auraient donné une autre saveur à leur affrontement. De la forme déjà évoquée des juggernauts des parasites, amenant des sous-boss de temps en temps. Et surtout, mais là c'est assez compréhensible du pourquoi cette section de niveau a été coupée, car cela aurait trop fait une redite, mais toute une course contre la montre à Warthog, rappelant la fuite à bord du Pillar of Phantom, pour rejoindre le vaisseau où se trouve Vérité. Un dernier problème cependant arrive avec ce niveau, car on va arrêter le mensonge directement, mais les 3 niveaux devant se dérouler sur Terre n'existeront simplement jamais. Chose qui, dès la pré-production du jeu, était inévitable. On parle d'une bande de jeunes adultes faisant des jeux par passion, ne comptant pas les horaires passés dessus, s'adonnant à chacune de leurs ambitions à bras-le-cœur, se voyant tous comme une grande famille faisant fi de la hiérarchie, amenant malgré eux une culture toxique dès le départ. Les itérations de niveau sont refaites 1000 fois car chacun a son mot à dire. Les égos de tous sont exacerbés quand il est question d'enlever ou de poursuivre tel ou tel élément de gameplay. Certains s'adonnent plus à se faire le meilleur lit possible sous leur bureau de travail que de rentrer chez eux pour sauver leur mariage, les liant tous dans la situation que l'on connaît parfaitement sous tous ses angles 20 ans plus tard. Un management inexistant, une vision d'ensemble jamais établie, un franc-parler dégoûtant beaucoup de développeurs de l'industrie, certains se tournant même vers du chantage de quitter leur poste si plus de temps n'est pas alloué, du burn-out à foison, du dégoût du jeu à n'en plus finir et l'envie d'en finir au plus vite avec Halo 2. Alors grande bonté sera la map réutilisée, ou du moins étendu. John aurait dû rejoindre le vaisseau de Vérité juste après la mort de Regret, mais vu qu'il reste 2 semaines de bouclage de niveau et que les 3 derniers ont été supprimés avant que le jeu parte ensuite en débugage, eh bien on s'en réduit à la facilité. On a besoin d'un autre niveau, alors on va copier-coller le même schéma que le niveau du Fossoyeur, en enlevant les quelques points positifs, comme les marines ou les bugs marrants, rendant cette fin bien monotone, car on sait désormais que tout semble de plus en plus bâclé sur cette dernière ligne droite. Major, une fois sur Terre, bonne chance. Une fois que j'en aurai fini. Ne pas faire de promesses à une femme. Si on n'est pas sûr de la tenir.
We're here today. We're on the 8th of June today. We're roughly halfway towards finishing the project since this went up. So 4 weeks from now, we'll have coded everything in the game. Another 4 weeks from now, we'll have put all of the pieces of content in the game. 2 weeks after that, we'll have literally everything, all of the audio, all the cinematics, everything. Then there's 6 weeks after that where all we do is play it and we fix any bug where we absolutely could not ship it. And then we release it. It's an amazing thing to be part of. That many people want something so bad that they're willing to spend that, that time and that effort 7 days a week. It's tremendously hard. It's a cool thing to be part of, and Halo 1 wouldn't have been what it was if we hadn't done that, and this game sure wouldn't be what it is going to be if we had worked 8 hours a day, and maybe that sucks because we didn't plan right, and maybe there's a way to do it all on the 9 to 5 schedule, and maybe one day we'll even find that, but it's sure not the way it's going to be this time. Quelle fin avortée, quel final gâché par le manque de temps et l'orgueil des développeurs. J'avais eu envie au préalable de vous faire monter la sauce jusqu'à ces fameux 3 niveaux se déroulant sur Terre. Vous coupez ensuite l'herbe sous le pied avec le cliffhanger très décevant de fin et vous détruire tout espoir de terminer l'arc de l'arbiteur que nous ne verrons jamais dans ce jeu. Nous n'aurons qu'une demi-molle car ce dernier ne terrassera qu'un des 2 ennemis qu'il doit vaincre pour conclure son histoire. Tartarus n'était qu'un obstacle, ne représentait que la 15e mission sur 18 au total prévue. Alors oui, le niveau fait le café. Il est par contre bien plus court que les autres. Une petite section à pied, puis très rapidement en véhicule protégeant le Scarab pris par Johnson que nous avons sauvé au passage et qui nous aide désormais jusqu'au combat de boss final où l'arbiteur essaie jusqu'au bout de raisonner Tartarus qui est trop aveuglé et paralysé par l'idée que toute sa vie est un mensonge. 2-3 tirs de sniper Covenant de la part de Johnson et 2-3 coups d'épée suffisent à mettre fin à une grosse déception. Surtout quand, 20 ans plus tard, avec les langues qui se délient plus facilement sur la production des jeux vidéo, on a enfin accès à ce qu'on aurait pu avoir. Déjà à tout ce qui devait être présent dans les précédentes missions. Puis ici, de regretter l'apparition de l'Arche sur Terre, de l'endroit où Vérité a atterri, de l'arrivée de l'arbiteur sur la planète bleue, découvrant au passage que les humains qu'il combat sont en fait les dieux qu'il vénère, car découvrant un squelette humain vieux de plusieurs millénaires dans une des ruines For Honor présentes sur Terre, expliquant au passage pourquoi les humains peuvent activer facilement tout artefact For Honor et pourquoi Tartarus avait besoin de Miranda, conduisant alors naturellement à la coopération entre lui et le Major, pour au final courir vers Vérité et l'achever, mettant fin à la guerre entre l'UNSC et les Covenants et supposant un Halo 3 qui portera son attention sur la lutte envers le parasite, désormais établi dans grande bonté, et représentant une menace ultime car sachant désormais que les 2 nouveaux alliés, voire amis, n'utiliseront jamais les Halo pour une quelconque raison, chose qui nous est montrée dans la cinématique post-crédit. All right. Shoot. Bungie s'est condamné tout seul. Un combat perdu d'avance dès l'annonce en interne de la sortie initiale en 2003, qui aura tout de même été repoussé jusqu'en novembre 2004. Il s'est perdu dans une politique de bas étage. Par des débats et des envies idiotes, des mecs du son donnant leur veto sur l'histoire, des gens de l'animation donnant leurs craintes sur la musique. Non pas que certaines critiques étaient incompréhensibles ou infondées, mais cela donna encore moins de temps en développement et encore plus de paroles en l'air, de mots blessants et de goût amer d'inachevé. Cette culture d'entreprise n'est malheureusement pas prête de changer pour le prochain opus. C'est quelque chose de trop ancré dans les têtes dirigeantes qui, du moment que le jeu arrive à son terme, sont satisfaites du chemin parcouru, se retrouvant ainsi à ouvrir les yeux des années plus tard plein de regrets. Chose que l'on entend désormais dans chaque interview sortant de temps en temps, qualifiant Halo 2 du meilleur jeu sur lequel ils ont travaillé, mais le moins abouti de tous. Major, pourriez-vous me dire ce que vous faites sur ce vaisseau? Monsieur, je faisais un peu de ménage.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment cool de se replonger autant dans toutes les informations qu'il y a sur Halo 2 et surtout de voir que le jeu qu'on a actuellement entre les mains n'est pas du tout celui qu'on était censé avoir depuis le 3. Mais enfin bref, j'espère que vous avez vraiment adoré cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu, à vous abonner aussi pour les prochaines. Et nous, on se retrouve pour la suite, qui se portera cette fois-ci sur Halo 3. Prenez soin de vous. Peace.